Bien, bonjour, vous êtes en train d'écouter le 4e podcast Institut Sapiens, la Tribune, les Talks Sapiens, que nous avons organisé depuis 6 mois, et c'est déjà notre 4e édition. Pour aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'éducation, comment le numérique transforme l'éducation. L'éducation, vous le savez, c'est l'or du 21e siècle, dans un capitalisme mondialisé, avec les transformations des métiers, certains même dont on ne sait pas s'ils existent déjà. Il va falloir se préparer à un grand choc de l'enseignement, et le numérique offre des outils qui permettent d'aller plus vite et surtout d'avoir une éducation de masse, parce que l'une des grandes questions qui est posée, c'est que l'éducation soit accessible à tous et que tout le monde soit formé à ce qui se prépare, la grande révolution numérique, digitale, la robotisation. Pour le travail au XXIe siècle, l'éducation est évidemment au cœur du problème. Alors pour en parler, nous avons avec nous Charlotte Filleul, qui est chercheuse à l'Institut Sapiens, qui est ancienne, non pas CDO, mais Chief Education Officer d'Open Classroom, la start-up bien connue, qui vient de passer un accord avec Salesforce pour doper justement l'enseignement numérique. Elle est également enseignant-chercheur à Dauphine. À sa gauche, Laurent Capelletti, qui est professeur au CNAM, directeur de programme à l'ISEOR. L'ISEOR, c'est l'Institut de socio-économie des entreprises et des organisations. Et il est également coordonnateur du réseau de recherche international Tétra-normalisation. Enfin, à sa droite, à la droite de Charlotte, donc Patrick Thiel, qui est CEO et fondateur de Digital University, qui, comme son nom l'indique, donc digitalise l'université. On va en parler avec vous pendant une petite quarantaine de minutes. Donc la première question, peut-être, je vais la poser à Laurent Capelletti pour poser ce que je disais, l'or du XXIe siècle, c'est l'éducation. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, est-ce qu'on a cette prise de conscience mondiale que l'éducation est absolument essentielle? Il y a une compétition pour le savoir. Qu'est-ce qui justifie, qu'est-ce qui explique cette prise de conscience mondiale? Parce qu'on se rend compte qu'au plan socio-économique, c'est-à-dire socialement et économiquement, toutes les études vont dans ce sens-là, que ce soit des études de l'INSEE, de la Banque mondiale, de l'OCDE, de l'Europe, en fait, que l'éducation, alors l'éducation au sens large, c'est-à-dire initiale et continue, parce qu'il y a aussi une révolution de ce plan-là, c'est-à-dire que l'éducation maintenant c'est tout au long de la vie, jusqu'à la retraite, voire même jusqu'au dernier jour, eh bien, est un facteur premièrement socialement en fait de paix, de civilité, c'est extrêmement important, de modération, de pondération, de goût de l'effort, et donc ça fait société en fait. Et puis au plan économique, toutes ces études en fait démontrent que ces facteurs, il suffit de prendre les classements en termes de PIB, en termes de revenus par tête d'habitants, en termes de croissance, et bien que l'éducation est un des vecteurs principaux, sinon le principal, en fait, de croissance et de prospérité économique. Absolument. Donc on voit bien cet élément économique, c'est-à-dire que les pays qui investissent le plus dans l'éducation sont ceux qui réussissent le mieux. Exactement. Et ce qu'on voit dans la mondialisation, c'est que les pays asiatiques vont plus vite, probablement, que les pays occidentaux aujourd'hui dans l'éducation. Qu'est-ce qui peut l'expliquer ? Alors, après, je laisserai la parole on va écouter tout le monde, mes collègues, mais en fait, faut toujours partir du point de vue qu'il y a un rattrapage. Donc, en fait, quand on rattrape, si on prend le cas auquel vous faites sans doute allusion, qui est la Chine. Notamment, mais la Corée du Sud également. Donc, il y a un rattrapage. Ce sont des pays qui, il y a 50 ou 60 ans, qui, par le passé d'ailleurs, ont eu un socle éducatif très très fort. Par le passé, j'entends, il y a 500 jusqu'à 1000 ans. Et puis donc, on assiste à un rattrapage. Et puis sans doute aussi à une volonté, justement, je pense, puisque on en parlera, c'est-à-dire que l'éducation, nous avons un formateur, un professeur, un sachant, on va dire, et puis vous avez des formés, des apprenants. Et on apprend d'autant plus qu'on a une motivation, le goût de l'effort, l'envie d'eux. Et on a chez ces pays, notamment la Chine, mais la Corée aussi, l'éducation, on assiste à un rattrapage parce que les formés ont la niaque, en fait. Et donc, c'est extrêmement important. Et le tout appuyé par une politique nationale qui va dans ce sens-là. Voilà comment on peut, à mon avis, l'expliquer. Charlotte Filleul, justement, donc l'éducation, le raisonnement classique qu'on peut avoir à ce sujet dans nos pays occidentaux, ça commence à l'école. En France, ça commence dès 3 ans. On investit donc dans l'éducation de nos enfants et ça se passe, je dirais, d'une façon, en tout cas la façon dont on le perçoit, c'est assez vertical. C'est-à-dire qu'il y a le professeur,
il y a l'élève. Est-ce que c'est pas en train de changer justement ce rapport vertical à l'éducation? Alors ça devrait potentiellement changer, hein, c'est ce que prouvent un peu les études. Pour l'instant, ça ne change pas. C'est-à-dire que si vous allez dans une classe de maternelle jusqu'à après le bac, vous avez encore le sachant, comme tu disais, qui arrive ex cathedra et qui fait son cours. Ça évolue un petit peu. Vous avez quand même maintenant toute la logique de classe inversée qui se met en œuvre. Vous avez quand même un certain nombre de professeurs qui essayent d'utiliser des outils numériques, des tableaux, des outils numériques à la maison aussi, donc pas que en classe. Donc ça évolue doucement. Mais quand on est avant le bac, ce qu'on appelle le K-12, les évolutions sont assez mineures. Les vraies évolutions, elles sont dans la formation continue après le bac, l'enseignement supérieur et dans les entreprises. Donc la vraie révolution prend en place, mais pas encore avant le bac. Alors, avec Patrick Thiel, peut-être on pourrait parler de cette arrivée des outils numériques, parce que Digital University, comme son nom l'indique, c'est l'université digitale. Est-ce que vous êtes finalement, vous, comme observateur et comme acteur de ces nouveaux outils d'éducation, finalement, vous avez l'impression que par le numérique, on horizontalise peut-être le rapport entre le sachant et l'élève ou l'étudiant est en train de changer? Il est en train de changer, mais comme dit Charlotte, pas à pas. Mais il y a des sas d'innovation. Alors, il y a des sas d'innovation dans certaines écoles, y compris à Infrabac. Bon, on aimerait qu'elles se multiplient en effet beaucoup plus. C'est des budgets, c'est une question de budget. C'est aussi une question d'envie et de donner envie d'apprendre à apprendre autrement, notamment grâce à l'outil qui, lorsqu'il est utilisé de façon non anxiogène, c'est-à-dire à partir du moment où on s'y prépare, et je parle notamment des formateurs et des professeurs qui, depuis plusieurs années, crescendo, s'y sont attelés en se formant, eh bien, utilisent, comme Charlotte vient de le dire, le principe d'une classe inversée qui, culturellement, dans nos pays latins, n'était absolument pas ancré. À l'inverse des pays anglo-saxons, on n'ose pas entrer en cours sans se préparer. Eh bien, on se rend compte que, pour revenir à l'outil, eh bien, l'outil permet de distiller de la matière pédagogique avant d'entrer en cours, et ce qui permet de préparer le présentiel, d'autant qu'il a été mieux préparé en amont par un distanciel, par l'outil. Et cela, ça peut se vulgariser, ça peut se développer, ça peut donner envie, ça peut donner source aussi d'envie, y compris de projets d'entreprise, voire d'école, dès lors que l'outil est placé au centre en tant que support. Là, j'insiste, c'est vraiment l'outil au support de la pédagogie et non l'inverse. Alors peut-être dites-nous quelques mots sur Digital University. Qu'est-ce que c'est? Ça existe depuis quand? Et vous êtes présent en France et également un peu à l'étranger? Un petit peu à l'étranger également. Oui, on est une société EdTech, donc notre cœur de métier consiste à digitaliser des contenus qu'on va chercher chez les sachants, donc à l'endroit de deux cibles partenaires que sont les écoles post-bac, infrabac dans une moindre mesure, et dans les entreprises également. Donc typiquement, on installe des universités digitales, clés en main, en marque blanche, en plusieurs langues. Avec des cours dans quel domaine? Dans tous les domaines? Tous les domaines. Ça peut être un master d'une école Bac+5 en finance que des programmes de charcutier d'un groupe agroalimentaire. Alors, est-ce que on peut dire que vous faites des MOOC? C'est le grand mot à la mode, mais j'ai l'impression que cette mode des MOOC est un peu... Oui, MOOC, c'est très bien, mais peut-être redéfinir ce que c'est pour ceux qui ne le connaissent pas. Alors, Charlotte va nous en parler parce qu'elle maîtrise bien le sujet. Mais moi, ce que je peux dire concernant les MOOC, vous connaissez sans doute le taux d'abandon statistique mondial, 95% de taux d'abandon. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas du tout, dans le cadre d'un MOOC, accompagné ou encouragé. On ne privilégie pas la pédagogie de l'accompagnement et de l'encouragement. Alors, on ne décrit pas les MOOC, ils nous ont tous mis le pied à l'étrier, il y en a eu des très très bien faits, mais on ne va pas jusqu'au bout. La philosophie du MOOC, c'était de donner l'accès à tous, c'est-à-dire c'était massif, hein, c'est open, ouvert, et avec des cours qui étaient dans tous les domaines. Et effectivement, peut-être Charlotte, vous pouvez en dire un mot, parce qu'il y a eu cette mode des MOOC, on s'est dit tout le monde devait faire son MOOC. D'ailleurs, on s'est interrogé sur le modèle économique du MOOC, puisque c'était censé être gratuit. Et puis, on a une transition aujourd'hui, une transformation. Mais il y a une transition, effectivement, parce que le MOOC, donc Massive Open Online Course, donc l'idée, c'était effectivement d'avoir un cours ouvert, gratuit, accessible à tous, en se disant, l'éducation en Afrique va être réglée, par exemple, tout le monde va avoir accès au MOOC, ça va tout régler. On a effectivement un taux d'abandon qui est très fort, pour la simple et bonne raison que, effectivement, vous êtes tout seul derrière votre ordinateur, ce qui ne donne pas nécessairement envie d'apprendre et ce qui ne permet pas nécessairement d'apprendre, ce qui est deux problématiques différentes. Donc ça a été, tout le monde l'a réalisé il y a maintenant 5 ans. Donc on évolue du MOOC vers du SPOC, vers du peer-to-peer, c'est-à-dire qu'on utilise les outils, on utilise toujours le MOOC, c'est toujours là.
Mais c'est intégré dans une pédagogie qui est beaucoup plus large. C'est-à-dire qu'on a enfin compris que juste mettre des vidéos et du cours en ligne n'était pas suffisant et qu'il fallait repenser la façon dont on apprenait, la façon dont on intégrait ce MOOC dans un dispositif pédagogique plus large. Et c'est là, en fait, que la technologie va prendre du sens. C'est-à-dire quand on va penser d'abord pédagogie, quels sont les objectifs, et après, le MOOC va être utile parmi d'autres choses. Donc, en soi, le MOOC, on regarde Coursera, on peut voir toutes les grosses entreprises, le business model n'a pas été trouvé. Et donc, elles sont toutes en train de repenser le business model de façon à voir comment on peut être rentable avec le MOOC. Alors, on parlait d'Open Classroom, dont vous avez été l'une des fondatrices, vous les avez quittés, mais ils font beaucoup parler d'eux en ce moment. Je parlais de l'accord qu'ils ont passé avec l'entreprise Salesforce. Est-ce qu'on va vers un modèle justement économique, payant pour l'éducation en ligne ? Alors, je ne suis pas fondatrice d'Open Classroom, juste pour Pardon, préciser. Non, c'est pas grave. Vous y avez travaillé. Voilà, j'ai travaillé pendant 2 ans là-bas. On va effectivement vers un modèle payant, c'est-à-dire que c'est déjà payant. Si vous voulez, le cours est simplement... Je pense qu'il faut distinguer connaissance de compétence. C'est-à-dire que si vous voulez simplement apprendre, vous allez sur votre MOOC, vous abandonnez ou pas, à la limite, c'est pas grave. Si vous regardez les CV, il y a 10 ans, tout le monde disait « Ah, moi, ou il y a 5 ans, j'ai fait ce MOOC-là, ça a complètement disparu. » Ce qui prouve bien que dire « J'ai suivi un cours en ligne », n'est pas preuve de compétence. Vous avez appris en ligne, très bien, mais en fait, ça n'a pas de valeur pour un employeur. Par contre, si vous pensez pédagogie et que vous mettez ça dans un dispositif alors où vous êtes encadré, que vous appelez ça un mentor, un tuteur, que vous ayez des projets collectifs, que vous avez effectivement tout un apprentissage social, là, vous pouvez payer pour ça, vous voyez l'intérêt de payer parce qu'à la fin, vous allez avoir un diplôme où vous avez appris, vous avez des compétences que vous allez pouvoir montrer et développer auprès de votre employeur. Donc là, effectivement, le modèle, on va vers du payant pour cette raison-là, parce qu'en fait, c'est exactement ce que vous faites en cours en présentiel, vous allez essayer de le faire en ligne, avec certaines limites tout de même. Je ne suis pas en train de dire que c'est exactement la même expérience du point de vue de l'étudiant, mais c'est envisageable. Et donc, effectivement, on va vers un business model payant. Laurent Capelletti, peut-être sur ce oui, modèle. Donc là, je suis complètement en phase avec ce que viennent de dire mes collègues. C'est-à-dire que, et justement, ça doit rassurer. C'est-à-dire qu'en fait, la digitalisation, la numérisation, l'utilisation d'outils numériques dans l'éducation ne signifie pas la disparition, pas du tout, la disparition de l'humain. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il faut gérer tout ça. C'est-à-dire que si on se contente simplement, et l'exemple des MOOC est caractéristique, alors nous, au CNAM, vous le savez, on a une longue et ancienne expérience des cours à distance. On a 60 000 auditeurs, etc. Et donc, on s'est effectivement rendu compte que les MOOC ont un intérêt, mais c'est le même intérêt qu'avaient finalement les livres ou les encyclopédies. Voilà, c'est-à-dire que mais on ne sait pas. C'est la même chose qu'un poly, simplement, ou qu'un cours magistral, il n'y en a pas pu y aller. Mais donc, si on veut faire vraiment de l'éducation, c'est-à-dire avec la vision derrière de créer de la connaissance, eh bien, il va falloir apprivoiser cette digitalisation. C'est-à-dire, en fait, il faut une coordination des savoirs. Il faut derrière s'assurer effectivement que l'apprenant, il est stimulé, il interagit, que derrière il met en œuvre. Il va falloir effectivement, comme tu l'as dit, il va falloir des mentors pour voir s'il y a une progression pédagogique, puisqu'en fait on est à peu près d'accord pour dire, ça aussi c'est un regret, en France on a du retard là-dessus, certes il faut continuer à faire de la pédagogie déductive, parce qu'à un moment donné il faut quand même que quelqu'un dise, voilà, le savoir connu et reconnu, c'est ça. Mais il faut faire beaucoup plus de pédagogie inductive, c'est-à-dire en fait en stimulant, en partant de l'apprenant, de ses expériences, etc. Et ça se gère. C'est-à-dire, si on se contente en fait de diffuser un outil numérique à une masse, en fait, on ne gère rien du tout. Et donc, ça peut être proche de zéro. Y compris grâce à l'outil. D'ailleurs, on se rend compte qu'avec l'outil, on peut tracer dans le bon sens du terme qui apprend quoi, quand, comment, à quelle vitesse, ou dans le monde, avec quel type de formateur. Mais ça, si vous voulez, à la limite, c'est ce que toute bonne société EdTech peut proposer en tant que learning analytics. Si derrière, en revanche, on ne prend pas une action pédagogique, ça ne sert à rien que de produire des statistiques. Donc l'outil au service de la pédagogie, certes, et on se rend compte qu'on est en train de raccourcir certains temps d'apprentissage. Grâce à l'outil, on est en train de développer de mieux en mieux l'individualisation des parcours. On n'apprend pas à la même vitesse, on n'est pas doté du même type d'intelligence, encore faut-il le savoir à l'origine, avant de se lancer dans des parcours, notamment dans des parcours de formation continue. On peut imaginer que, voilà, très bien, devenons mobiles, développons la mobilité grâce à l'outil, mais essayons d'utiliser cet outil pour mieux le faire. Un DRH qui décide quelqu'un qui veut devenir DRH à 35 ou 40 ans, changement de carrière, changement de mobilité, très bien, mais encourageons-le ou là pour que ce soit efficient avec un minimum de connaissances de soi en amont. Et l'individualisation des parcours, un exemple, la data ou les algorithmes vont nous permettre de repérer ceux qui vont plus vite, de développer le peer-to-peer learning d'autant,
de proposer à tel apprenant, parce qu'on a constaté qu'il allait plus vite, de lui proposer d'aller plus vite encore, monter le curseur, ou au contraire d'observer que l'apprenant est en difficulté, lui dire veux-tu l'intervention d'un père, d'un tuteur, d'un coach, d'un expert ? Et voilà en quoi l'outil peut servir à la pédagogie. Et donc là, je compléterai parce que je tiens à rassurer mes collègues. Hein, donc c'est une bonne nouvelle, c'est-à-dire que ça va pas, tout ça ne se traduit pas par la disparition en fait de l'enseignant, du formateur. Simplement, il va devenir plutôt, enfin moi je le vois comme ça, un coordonnateur en fait de savoir, aidé par l'outil et donc aidé par des ingénieurs ou des experts en fait dans cet outil. Mais finalement, son rôle va, à la limite, c'est pas la limite, en fait, son rôle va s'enrichir. Ça, c'est extrêmement intéressant. Justement, c'est sur la pédagogie qui est censée être le rôle initial. C'est la question. Ça, c'est la bonne nouvelle. Je voulais vous poser aussi. Alors, on va peut-être prendre plutôt au moment du bac. Là, tous les enfants qui ont passé le bac sont en train d'essayer de rentrer au travers de Parcoursup dans un parcours éducatif. Certains d'entre eux, évidemment, n'auront pas de place là où ils le voulaient, d'autres vont se tromper, etc. En quoi et quels sont les rapports, en fait, d'après vous, de l'éducation nationale avec ces nouveaux modes d'enseignement numériques et digitaux? Est-ce qu'il y aurait la possibilité, peut-être, pour quelqu'un qui serait trompé, de pouvoir le rattraper plus rapidement dans une autre filière? Enfin, est-ce que l'éducation nationale a bien pris en toute la mesure, finalement, de la révolution numérique pour aider les plus jeunes à trouver leur orientation? Encore une fois, il y a des laboratoires ici et là, mais on n'y est pas. Hélas, les volumes sont tels que ça implique des budgets, bien sûr. Ça implique aussi un minimum d'envie de vouloir s'engager dans des processus de transformation dès lors qu'on en voit le sens. Donc encore faut-il que tous, autant que nous sommes, soyons le plus pédagogique possible pédagogues pour qu'on explique pourquoi est-il nécessaire de transformer la manière d'apprendre, y compris dans les plus jeunes parcours, collège, lycée, où on se fourvoie encore. Il ne suffit pas d'avoir une tablette pour dire... Non, c'est sûrement pas, parce que vous savez bien que 50% de nos jeunes gens se fourvoient encore en première année, après une orientation de première année. Donc voilà, donc, dès le collège, dès la maternelle, essayons de développer des compétences qui vont leur permettre à ces jeunes gens de développer une curiosité qu'ils ont d'ailleurs très naturellement. Et il suffit, on voit bien via ces laboratoires qui existent ici et là, qu'il suffit de mettre le curseur au bon endroit pour embrayer très très vite parfois. Le problème, c'est le volume. Et donc, c'est un minimum de budget. Le volume, justement. Sur le volume et sur le rapport de l'éducation nationale au numérique, peut-être. La bonne nouvelle sur le volume, c'est qu'effectivement, je pense que l'éducation nationale, le principe de base, c'est de se dire qu'on peut, en fait, l'éducation, c'est scalable, parce que c'est le mot, voilà, on n'a pas de mot français pour ça, mais en gros, l'éducation, c'est scalable, on peut produire la même chose pour tout le monde. Alors effectivement, on n'apprend pas de la même façon, on n'apprend pas au même rythme, on n'a pas les mêmes envies, d'où les erreurs d'orientation. Donc l'avantage de l'outil du numérique, lorsqu'on va vraiment réussir à les mettre en œuvre, y compris dans l'éducation nationale, ce sera une individualisation, une personnalisation de masse. C'est-à-dire qu'enfin, on va pouvoir mobiliser et éduquer, entre guillemets, ou du moins aider les gens à apprendre de façon massive, tout en permettant d'adapter à ce qu'ils savent faire déjà, en quoi ils sont bons naturellement, ce qu'ils aiment, etc. Et donc ça, si on arrivait à avoir cette personnalisation de masse grâce aux outils, y compris dans l'éducation nationale, ça permettrait aussi d'éviter des erreurs ou du moins des erreurs d'orientation à un moment donné après Parcoursup, par exemple. Alors, un autre sujet, on va obligé d'aller vite, mais pour parler d'Open Classroom, même si vous les avez quittés, ils ont eu de grandes ambitions en matière d'apprentissage. On sait que l'un des mâles français, le mal français en matière d'éducation, c'est on ne passe pas assez par la filière de l'apprentissage quand on compare notamment à l'Allemagne. Est-ce que le numérique, justement, et est-ce que, d'après ce que j'ai compris, les ambitions d'Open Classroom dans ce domaine avec les entreprises sont très très grandes, est-ce qu'on peut arriver à un apprentissage de masse grâce à ces outils ? Alors, effectivement, Open Classrooms, comme beaucoup d'entreprises et d'organismes de formation en ce moment, sont dans la logique de l'apprentissage. On voit bien qu'il y a une réforme actuellement qui qui pousse complètement dans ce sens-là. Qui pousse dans ce sens-là, mais plutôt quand même, on le voit dans des niveaux plutôt bas, plutôt avant infra-bac qu'après-bac. La logique derrière, c'est effectivement de se dire, on va acquérir des compétences en entreprise, on va apprendre le savoir-être, parce qu'on réalise que maintenant, on ne connaît pas les métiers de demain, donc on ne sait pas à quoi former les gens. On se rend compte qu'il faut des soft skills et que tout ça, on va pouvoir les acquérir en entreprise et que finalement, la partie pratique va se faire en entreprise quand on va apprendre
notamment en ligne. Donc effectivement, pour une entreprise, se dire que mon apprenti, par exemple, est là le vendredi, il n'y a que le vendredi de façon complètement souple, il peut apprendre quand je veux, de façon complètement aléatoire, j'ai presque envie de dire. Tout le théorique, pour les entreprises, c'est une énorme opportunité. Donc effectivement, le numérique va permettre le développement de l'apprentissage qui est souhaité notamment par le gouvernement, mais aussi par les individus. Et puis, ça peut être aussi un outil d'ascenseur social. On a tous connu ça pour nos parents, ou en tout cas les générations précédentes, c'était les fameux cours du soir. C'est-à-dire que quelqu'un qui était ouvrier pouvait, par des cours d'histoire, accéder au statut d'ingénieur, par exemple, quand il y avait encore des usines en France. C'est aujourd'hui le numérique qui peut offrir cette opportunité. Alors bien sûr, vous faites allusion en fait au Conservatoire national des arts et métiers. Alors effectivement, on a cette expérience-là, c'est-à-dire que l'apprentissage demandait aussi une disponibilité. C'est d'ailleurs pour ça que, à l'origine, en fait, les enseignements étaient donnés par un parcours du soir. Mais comme on vient de le dire, ce qu'il y a d'intéressant en fait avec le numérique, c'est que ça va permettre en fait de faciliter l'apprentissage tout au long de la vie de la part des apprenants, mais aussi changer le regard des managers et des dirigeants là-dessus. Au jour d'aujourd'hui, en France, tout le monde le sait, il y a un problème, il n'y a pas assez d'apprentissage. Il n'y a pas assez non plus de formation continue tout au long de la vie bien ciblée. Il n'y a que, en fait, je caricature, mais il n'y a que, à la limite, ceux qui ont le moins besoin de formation continue qui font de la formation continue. Pourquoi ? Parce que, effectivement, pour aller se former, les personnes sont réticentes à partir 5 jours, 10 jours, 15 jours de leur entreprise. Mais de l'autre côté, les dirigeants aussi. Comment ils font pendant ce temps-là ? Voilà. Et donc, le numérique, c'est une façon, en fait, de réduire le temps, on va dire, de présence physique qu'il faudra toujours avoir, à discuter ensuite au niveau de l'ingénierie pédagogique, combien de temps il faut de présentiel, d'échanges physiques, etc., et en fait de permettre aux personnes formées en fait de rester avec une plus grande disponibilité grâce au numérique. Donc c'est vraiment une clé de développement, j'allais dire, extrêmement importante. Parce que si on regarde la politique du gouvernement actuel, c'est vrai que c'est un domaine dans lequel il a quand même fait pas mal de choses. Alors, évidemment, on sait l'éducation, l'enseignement, ça met du temps, c'est des cycles longs, mais il a quand même fait une réforme, on l'a dit, de l'apprentissage. Sur l'école, il a mis donc les fameux systèmes pour que les classes, il y ait moins d'enfants par classe au début de la période d'apprentissage. On sait que c'est le moment clé où les enfants peuvent effectivement arriver à, notamment ceux des milieux les plus défavorisés, arriver à justement être dans un parcours normal. Et puis, il y a, je dirais, complètement de l'autre côté, la question des décrocheurs. Et donc, il est en train de dire, il va mettre 15 milliards d'euros sur la table pour les décrocheurs, pour les chômeurs de longue durée. Est-ce que le numérique, avec finalement ces moyens qui sont mis, parce que ce sont des moyens financiers qui sont importants, est-ce que le numérique peut permettre, je dirais, d'exercer un effet de levier ? Et est-ce qu'on va ou pas saisir cette opportunité ? Moi, de mon point de vue, bien entendu, donc ce que fait le gouvernement actuel va dans le bon sens, mais il va falloir en fait convaincre. Premièrement, et deuxièmement, il va falloir trouver des moyens. Alors convaincre les formateurs, enfin ceux qui forment, je parlais de certains collègues, ils ont peur. C'est comme la digitalisation crée une crainte, la robotisation, pas seulement dans le milieu de la formation. En gros, le discours, c'est mais qu'est-ce qu'on va devenir ? On va être remplacé par des robots, etc. Donc il y a toute une éducation, une explication. Il faut rappeler ça au gouvernement. Que le numérique ne détruit, que c'est pas la fin. Voilà, c'est pas la fin de l'enseignant. Et au contraire, ça peut même enrichir le métier de l'enseignant. Il va pas disparaître, il va devenir coordonnateur, etc. Plutôt de savoir, comme on disait. Deuxièmement, il faut mesurer, il faut chiffrer, il faut montrer. Alors là, je retombe sur mes pattes de gestionnaire. Il faut montrer, parce qu'on dit oui, mais ça crée du capital humain. C'est très gentil de dire que ça crée du capital humain, mais il faut des chiffres. En euros, ça fait combien ? En points de croissance supplémentaires, ça fait combien ? En augmentation des revenus, l'INSEE a sorti une étude juste que j'ai retweetée ce matin. À partir du moment où on a un bon bac plus 5 bien ciblé, on gagne 100% de plus que ceux qui ont un niveau bac. C'est une moyenne. C'est plein emploi en ce moment actuellement en France. C'est plein emploi pour les personnes qui sont bien diplômées, bien formées. Il faut le rappeler, vous voyez. Et donc, il faut aussi, je pense, mesurer, chiffrer, d'où l'intérêt aussi d'évaluer. Mais ça, je pense que vous le faites très très bien, c'est-à-dire l'implantation de cette numérisation doit être gérée, comme on l'a dit, doit être expliquée, commentée, et doit être aussi chiffrée pour montrer que tout ça s'autofinance très largement. Parce qu'il y a des freins, bien évidemment, aussi budgétaires. Bien sûr. Alors, allez-y, j'ai une question. En fait, on peut mesurer ce retour sur investissement. On a remarqué depuis plusieurs années que grâce au digital, on raccourcit certains parcours d'apprentissage.
ce qui nous permet de proposer, y compris dans les entreprises, voire les écoles, transformer les sempiternels séminaires de management en LearnNext beaucoup plus incitatifs, s'autoriser à aller voir un Design Thinking Center dans telle ou telle grande organisation, parce que budgétairement on est moins contraint, parce qu'on a fait des économies d'échelle, on a mieux géré les mètres carrés pédagogiques, mais comme tu le disais tout à l'heure, je crois que le métier de professeur et de formateur, au contraire, va se renforcer et on va passer davantage de temps à tutorer, à accompagner et coacher qu'on ne l'a jamais fait grâce au digital. Je reviens sur l'apprentissage. Je peux te couper? Je t'en prie. Mais comme c'est fait beaucoup mieux dans des pays alors anglo-saxons et même Allemagne, en fait, l'enseignant, c'est un espèce de coordonnateur, on va dire, suisse, etc. Et comme par hasard, les pays qui économiquement, socio-économiquement, et oui, sortent mieux que nous. Il y a un exemple très concret sur l'apport du digital dans le monde de l'alternance, l'apprentissage. Ces jeunes gens, en général de 18 à 22 ans, ont juste 3 vies à conjuguer. Premier contrat de travail à temps partiel, la vie d'étudiant, l'autre temps, et puis accessoirement leur vie de jeunes gens à construire. Et donc, comme je disais Charlotte, ça leur permet de façon, oui, à tout moment de revenir sur les contenus pédagogiques. Et je pense que ça peut être un formidable vecteur pour booster l'apprentissage de l'alternance que ce soutien, que cet outil à leur service, tant du point de vue de l'apprenant que du point de vue des tuteurs dans les écoles, que du point de vue des tuteurs dans l'entreprise, qui ont beaucoup de mal également à accompagner. Donc là, grâce, là encore une fois, le digital, n'en ayons pas peur, dès lors qu'il est au service de la pédagogie, j'insiste là-dessus. Autre exemple, quand on disait tout à l'heure qu'on s'autorise désormais à tracer l'apprenant dans le bon sens du terme. Qui apprend quoi à quelle vitesse? Eh bien, parallèlement au fait qu'il est venu se former pour un portefeuille de compétences dédiées, on va aller remarquer ceux qui sont plus véloces, on leur proposer d'être tuteur en peer-to-peer N-1, voire du N+1. On gagnerait à se faire tutorer, nous, de temps en temps par des plus jeunes générations. Et finalement, 2 compétences clés qu'il va développer parallèlement, le savoir transmettre, le Graal, quand on a compris ce qu'on a appris, alors on le transmet, on est en mesure de le transmettre. Et deuxième compétence clé requise dans toutes les organisations, le savoir travailler collaboratif. Alors, une critique qu'on entend beaucoup aussi à l'égard du digital, c'est une forme de privatisation de l'éducation. C'est-à-dire qu'il y a l'éducation nationale, et puis aujourd'hui, il y a tout un secteur dont Point Classroom, mais plein d'autres sont les représentants, Digital University aussi, ce qu'on appelle le monde de l'EdTech. Et en fait, que j'ai regardé un peu, les levées de fonds dans le secteur de l'éducation dans le numérique commencent à devenir assez spectaculaires parce qu'on est en train de passer à l'échelle, on est sur une forme de maturation de ce secteur. Et puis, ce n'est pas seulement français maintenant, vous le disiez, ça commence à se développer avec l'internationalisation. Est-ce que le secteur de l'EdTech, finalement, peut venir remplacer un jour l'éducation nationale parce que le mammouth n'aurait pas su évoluer? Est-ce qu'il n'y a pas un risque d'un phénomène dinosaure, justement, d'extinction Comment est-ce qu'on peut rapprocher ces 2 mondes? On voit bien qu'ils sont aujourd'hui quand même en compétition. En compétition, oui et non. On remarque là aussi qu'on a des laboratoires, des SAS d'innovation où on est tout à fait complémentaires et en aucun cas il s'agit de remplacer les institutions qui certes ont besoin de se transformer, de se moderniser, mais justement appuyons-nous sur les technos plus avancés, les SAS d'innovation qui vont permettre d'être un peu plus agiles pour donner collégialement envie d'apprendre et d'apprendre à apprendre autrement. Un autre exemple concret, quand on aura compris qu'il faut transformer nos salles de classe, c'est pour ça que je parlais de budget tout à l'heure, c'est considérable, mais les rangs d'oignons où on écoutait l'instituteur à 50 dans une même classe ou même encore à 300 dans un amphi ou 500 dans un amphi, non pas qu'ils disparaîtront, mais il faut, de façon complémentaire, proposer à ces jeunes étudiants, on en parlait tout à l'heure, de l'individualisation de parcours. C'est ainsi qu'on va chercher le sens et qu'on leur donne envie, y compris à ceux qui ont perdu le sens, c'est toute envie d'apprendre. C'est le numérique, de toute façon, ça sert à plus... Des conclusions. Donc, est-ce que ça ne voudrait pas dire aussi, du point de vue des universités ou des écoles, qu'elles soient publiques ou privées, d'utiliser leur mètre carré autrement, justement? Bien sûr. Sauf que ça ne se fait pas du jour au lendemain. C'est une vraie stratégie dans les écoles maintenant, c'est effectivement tout le plan immobilier sur comment on réaménage de façon à ce que les étudiants puissent apprendre, qu'il y ait une logique collaborative entre des tuteurs qui deviendraient profs, cet élément-là, et les étudiants. C'est ça une des vraies questions maintenant, un des vrais pans pédagogiques,
c'est en gros comment on gère notre géographie et notre temporalité par rapport à nos étudiants, qui n'est plus effectivement, on est tous assis dans la même salle. Ça fait partie de toutes les réflexions stratégiques des écoles actuellement. Au CNAM, c'est ce que vous constatez. Tout à fait. Alors, la fin du courant nous, d'amphi effectivement, comme on a eu, historiquement, on a été dédié il y a plus de 200 ans en fait, à la formation professionnelle pour adultes. Donc de toute façon, les cours d'amphi, ça n'a quasiment jamais existé. Mais c'est pas à cause du numérique que ça devrait plus exister. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on avait le bon bouquin du prof qui faisait son cours d'amphi, on se demande bien pourquoi on avait un cours d'amphi. Enfin, voilà, hein, donc c'est ça. Non, moi, pour revenir sur ce qui a été dit et aller dans votre sens, effectivement, je pense qu'il y a la question du régalien, en fait. Non, alors moi, je suis assez d'accord. Je ne crois pas. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'éducation nationale s'adapte, et il y a des zones d'innovation, des pôles d'innovation, il n'y a pas de risque. D'autant plus que les pays dont on parle, Allemagne, Japon, Corée, ont un secteur éducatif public fort, très solide, très solide. Donc c'est pas incompatible, mais pas du tout. Non, qui cohabite. Non, je pense qu'il y a une question sur la mesure. Il faut quand même savoir. Donc on prépare une étude pour Sapiens sur le sujet. Quand on chiffre les coûts du manque d'éducation et de formation des entreprises, c'est monumental. Alors c'est là où il faut, les premières estimations, c'est dingue, parce que ça entraîne des défauts de qualité, ça entraîne de la non-productivité, ça entraîne des pertes d'opportunités, ça entraîne de la démotivation des gens qui, n'étant pas suffisamment formés, sont pas bien, pas à l'aise, etc. Ça fait plusieurs milliers d'euros par tête, c'est plusieurs dizaines de milliards par an à l'échelle de la France. Donc ça, il faudrait un peu le dire pour montrer, pour dire, vous voyez, si on réduit ça, on va trouver aussi les moyens, finalement, de financer cette évolution. Donc pour conclure, je pense que c'est là-dessus qu'il faut creuser, hein, sur ce point. Mais le régalien, un secteur public fort peut tout à fait rester, cohabiter. D'autres pays le montrent tout à fait. On voit aussi qu'ils apprennent des erreurs finalement du privé. C'est-à-dire que si on avait écouté il y a 10 ans, l'éducation nationale aurait investi des millions, voire des milliards en MOOC pour les résultats qu'on connaît. Donc quelque part, peut-être que l'éducation nationale va pouvoir bénéficier finalement de comprendre à quoi sert le numérique réellement, dans quel cas c'est pertinent ou pas, et après le mettre en œuvre. Une fois que vous le disiez tout à l'heure, c'est un peu plus mature, on commence à vaguement comprendre quels sont vraiment les déterminants et l'intérêt du numérique dans l'éducation, et donc après, l'éducation nationale pourra le mettre en œuvre de façon vraiment pertinente. Et plus volumétrique. Voilà. Plus impactante. En fait, on s'autorise à digitaliser davantage de programmes dans leur entièreté pour être beaucoup plus impactant et faire correspondre d'ailleurs les actions de formation aux axes stratégiques, tant pédagogiques que business. Parce qu'on s'est autorisé à digitaliser un programme complet, un bloc de compétences complet qui va avoir plus d'impact. À l'inverse, il ne faut surtout pas non plus, il faut rester très souple. Et le digital et l'outil nous le permet parce qu'on remarque aussi qu'une nano-compétence nous permet de nous remettre le pied à l'étrier, d'anticiper, tu le disais tout à l'heure, on sait qu'on va avoir des centaines de milliers d'emplois qui vont se transformer, voire parfois disparaître. Bon, si dans l'anticipation, on prouvait à, par exemple, les populations de caissières que 2 compétences ou une compétence clé ou 2 ou 3 compétences clés leur permettraient de se remettre le pied à l'étrier sur des filières porteuses d'emploi telles que la silver economy ou l'industrie du tourisme qui est quand même encore très porteuse chez nous, heureusement, eh bien, si on le faisait dans l'anticipation avec un minimum d'agilité pour donner envie d'apprendre, hein, c'est bien de le dire, mais il faut vraiment le donner envie, grâce à l'outil, grâce à d'autres moyens d'apprentissage, alors y compris toutes ces populations qui ont perdu le goût d'apprendre, reviendraient et apprendraient d'autres métiers. Et on cultiverait sans doute une forme de meilleure mobilité en France, qui n'est quand même pas notre fort. On achète une maison, un appartement pour la vie, tout ça va changer, est en train de changer radicalement, on le sait, mais il va falloir le faire à puissance, vraiment grande puissance. Donc il faut faire du numérique un outil de mobilité professionnelle dans une économie qui se transforme, où la robotisation, l'automatisation, de toute façon, elle aura lieu. Donc, et bien sûr, et rendre ces mobilités moins anxiogènes de facto. Et comment est-ce que les entreprises, vous qui travaillez avec quelques entreprises, comment est-ce qu'elles appréhendent justement l'enseignement digital? Est-ce qu'elles se l'approprient? Est-ce qu'elles créent des programmes? Est-ce que quand elles doivent procéder, par exemple, on voit bien par des caissières dans la grande distribution, probablement des licenciements assez importants dans les années à venir, ou en tout cas des transformations de métiers, comment est-ce qu'elles s'y préparent? Ça leur permet de travailler, grâce là aussi à l'outil, d'anticiper de façon à gérer leur budget. On revient au nerf de la guerre. Il faut que ça leur permette, bien sûr, de travailler dans l'anticipation, mais aussi de gérer mieux leur budget, parce que là encore, on a parlé des mètres carrés pédagogiques dans les écoles, mais on constate que nombre d'universités d'entreprises sont en train de se transformer radicalement en universités digitales.
conservant bien sûr des sas de présentiel très qualitatifs, parce que le développement des compétences ont été travaillés en amont. Et donc permettant en effet de travailler davantage sur des plans de mobilité qui ont fait partie des sacro-saints plans de GPEC qu'il faut booster, qu'il faut accompagner, une fois de plus, de façon structurée grâce à l'outil, le rendant plus simple avec des parcours certifiants. Et là, ça va dans le sens des mesures prises par le gouvernement, en effet, pour que ces programmes de formation correspondent à une vraie réalité terrain et un vrai besoin de métiers à combler, y compris les transformations de métiers. Le numérique, c'est vraiment une aubaine pour les entreprises sur ce point de vue-là. C'est-à-dire que plutôt qu'envoyer, comme tu disais, en formation, là, on peut former sur exactement le bloc, pour reprendre le mot, de compétences dont on a besoin pour aller dans ton prochain poste qui a été prévu là aussi par un super outil qui s'appelle Talentsoft ou autre. Donc, en fait, le numérique va permettre de faciliter toute la chaîne de la formation continue, avec les limites qu'on a vues, il faut quand même qu'il y ait une pédagogie, qu'il y ait un encadrement, etc. Mais si on intègre que ça va être bien fait, c'est une aubaine absolue pour les entreprises de réussir à former plus vite. Et c'est bien parce qu'en même temps, le numérique arrive en transverse et change tous les métiers. Donc c'est bien en même temps que le numérique soit la solution aux problèmes qu'on peut imaginer. C'est-à-dire les robots vont tuer certains métiers et en même temps, la formation à travers le numérique va aussi permettre aux gens de s'adapter beaucoup plus vite. Tout à fait. Alors, il y a 2 exemples pour aller complètement dans ce sens-là. Donc, à l'ISEOR, en fait, on accompagne depuis 20 ans Brioche Pasquier, en particulier sur sa formation intégrée, interne, etc. Parce qu'il y a une évolution assez permanente, en fait, dans les métiers de la boulangerie, de la pâtisserie, et avec le CNAM en fait on a accompagné en fait Safran Université qui ont inauguré leur siège il y a 3 ans à Massy, et effectivement quand c'est bien géré on en revient toujours là, et c'est pour ça qu'il y a une utilité à ce dont on parle. Quand c'est bien géré, ça permet effectivement aux entreprises en fait de changer d'échelle et de pouvoir en fait se dire, ces populations-là, alors Safran, c'était des personnes qui étaient là depuis 30 ans dans l'entreprise, niveau bac, etc. Volonté de ne pas licencier. Donc la question c'est, mais toutes ces personnes-là sont encore là dans l'entreprise pour 10 ans, 15 ans. Qu'est-ce qu'on en fait ? Il faut absolument les former pour les faire monter. Et là, la digitalisation, la numérisation permet effectivement d'envisager la possibilité de faire ça, ce qui n'aurait pas été possible auparavant. Même problématique à peu près sur Pasquier. Donc quand c'est bien géré, quand c'est bien apprivoisé, bien entendu que ça ouvre des perspectives d'anticipation des transformations et ensuite de mise en œuvre effective des transformations. Et finalement, on en revient à cette conclusion, c'est pas que ça détruit des emplois, c'est que ça accompagne les créations nouvelles, en fait. On va dire ça comme ça. Oui. On gère mieux la mobilité. On a beaucoup, mais faisons vite. On a beaucoup de problématiques à gérer en France, en certifiant les compétences pour qu'elles correspondent, on le disait tout à l'heure, à un vrai métier. Puis ensuite, parallèlement et deuxièmement, on peut aussi imaginer aider davantage et mieux les pays émergents qu'on aura su développer en France, des laboratoires ou des innovations, des sas d'innovation tangibles. Parce qu'on peut tous parler de digitalisation à l'envi, mais si derrière on ne peut pas communiquer par la preuve avec des expériences tangibles, tant dans les écoles que dans les entreprises, on a matière à le faire désormais. Alors, depuis, je dirais, 3-5 ans, on n'est plus à l'année 0, on est peut-être encore à l'année 1 ou 2 de la digitalisation. On est dans une maturité, on le constate partout dans les écoles, dans les entreprises. Mais développons cela de façon très rapide en accompagnant les formateurs et les professeurs en France, qui ont pu appréhender ce sujet de façon très anxiogène parce que non accompagnés suffisamment et dans l'anticipation. Et puis deuxième étape, je le disais, faisons bien sûr tout cela en France et très vite, mais ensuite pour s'autoriser à accompagner les pays émergents qui vont en avoir mais grands besoins. Or, on a cette chance en France, on a un représentant ici avec nous, que d'avoir des contenus de grande qualité en France. Et donc, à partir du moment où on les digitalisera, bien sûr, de façon à s'adapter localement aux besoins locaux, alors on pourra s'autoriser collégialement à aider ces pays émergents qui en auront grand besoin. Je pense notamment à l'Afrique, mais la Chine aussi, qui manque de contenu. Et là, d'ailleurs, il y a une vraie compétition entre, vous parliez de la Chine ou des pays nazis, en Afrique, il y a une logique d'influence, parce que l'éducation, d'abord, il y a la question de la langue. Donc, est-ce qu'on a quand même la chance d'avoir la francophonie ? Donc, est-ce qu'on est en train, là aussi, de voir émerger une vraie ambition mondiale par l'éducation numérique, bien sûr, en utilisant les outils numériques, en France ?
Est-ce que les universités françaises, par exemple, en font suffisamment, ou les grandes écoles, pour jouer cette compétition-là, qui est peut-être la mère de toutes les batailles, parce que c'est celui qui vous aura apporté... Si c'est les Chinois demain qui forment le plus de monde, et ils ont l'air d'être assez efficaces, en tout cas pour eux-mêmes, ça veut dire que nous, on sera dépassés. Je dirais que, comme on l'a dit, c'est-à-dire sous couvert de pédagogie, d'expliquer, puisqu'il y a des résistances qui sont liées à des craintes, etc. Bon. Sous couvert également de démontrer la rentabilité de tout ça, finalement, ouais. Parce que Bercy, on regarde ça de près, etc. Je crois qu'on est prêt, mais comme tu l'as dit, comme on dit, en fait, il faut faire vite. Il faut faire vite, pourquoi ? Parce que, c'est le vieil adage que je vais me permettre de ressortir, là, c'est savoir n'est pas faire. Non, savoir c'est faire, mais faire... je me souviens plus. Passons. Pour aller ensuite porter la bonne parole, il faut qu'on ait fait nous d'abord. Qu'est-ce qu'on va aller, en fait, comme tu l'as dit, au niveau de la francophonie, au niveau des pays d'Afrique et autres francophones, qu'est-ce qu'on va aller porter cette bonne parole de l'éducation, etc., si nous-mêmes, nous n'avons pas fait ce saut qualitatif et technologique. Après, les écoles actuellement ont déjà une présence française, oui. Que ce soit l'école d'ingé ou une école de commerce, ont une présence assez forte en Afrique. Elles ouvrent tous des campus, on voit toutes les écoles et ouvrent des campus, notamment en Afrique, parce qu'elles savent effectivement que c'est un relais. Donc c'est une façon comme une autre d'avoir une présence en Afrique. Et donc quand effectivement on forme et qu'on apporte de l'éducation, c'est une façon aussi d'avoir une présence économique, sociétale après dans le continent. Après qu'on maîtrise plus ou moins le numérique, à la limite c'est un débat autre. Là, on a une vraie présence. La France là-dessus a une vraie présence, a une vraie logique de francophonie. Au niveau des grandes écoles, il y a une vraie logique et d'université aussi, très présente. Aussi. Voilà. Donc, mais qui se renforce avec un décloisonnement du monde de l'entreprise et de l'école. On le constate, mais qu'on pourrait renforcer là encore et qu'on pourrait travailler mieux encore grâce au digital. Un exemple concret, les pays émergents en Afrique, soyons proches de nous, certains grands groupes industriels gagneraient à former in situ les talents dont ils vont avoir besoin dans 3 ans. Et on sait qu'on aura du mal à les trouver, si ce n'est possiblement en s'alliant, et en effet les grandes écoles ils travaillent, universités ils travaillent depuis de nombreuses années, mais en s'alliant encore plus de partenariats locaux pour anticiper ces besoins et former les jeunes talents dont ces grands groupes vont avoir besoin. Et on continuera à décloisonner les deux mondes, entreprise et école. Oui, donc il faut, pour aller dans ce sens-là, il ne faut pas noircir le tableau. Il y a une volonté, il faut qu'on mette un coup de... Il y a une présence qui existe déjà, il y a plein de... l'ISER est partenaire de l'IAE Lyon, il y a de multiples partenariats en Asie, etc. Au CNAM, on a à peu près partout, grâce aussi à l'enseignement à distance, de la numérisation, etc. Mais il ne faut pas traîner sur les prochaines années pour développer tout ça, parce qu'effectivement, c'est un marché... C'est un marché colossal et mondialisé. Et faire, c'est savoir, mais savoir n'est pas faire. Voilà. Faire, c'est savoir, mais savoir n'est pas faire. Eh bien, et si c'était le mot de la conclusion, bravo à vous trois. Je crois qu'on a compris que, il faut dire aux formateurs, aux enseignants de ne pas avoir peur, de ne plus avoir peur du numérique, parce que finalement, aujourd'hui, c'est un outil comme un autre, et c'est pas forcément un robot qui enseignera automatiquement, mais il y a tout un travail effectivement de coordination, si j'ai bien compris, et de définition aussi de la pédagogie et des grands... Ensuite, il y a une personnalisation, on l'a bien dit, effectivement, que le numérique permet, voire une individualisation des parcours à un moment où on sait que les métiers vont changer très vite. Et puis, il y a un effet quand même, on va le dire, dans la compétition mondiale, effectivement, pour la France, qui peut être un leader de l'éducation en confrontation avec d'autres pays qui se positionnent très clairement sur, on disait, l'or du XXIe siècle. Et donc, on a une carte à jouer, mais il ne faut pas tarder, il faut aller vite. Voilà, merci d'avoir écouté ce 4e podcast. Merci à Charlotte Filleul, Laurent Capelletti et à Patrick Thiel de nous avoir accompagnés. Bonne écoute et à la prochaine fois.